les opérateurs. Vous vous souvenez, nous en avons parlé ensemble, ça semblait nécessaire de pouvoir échanger avec les opérateurs pour essayer de comprendre quelle est leur stratégie globale, quelle est leur stratégie sur les territoires et plus particulièrement sur la ville de Rennes, et essayer de comprendre quels sont leurs projets en matière de coopération avec les collectivités, avec les acteurs, avec les citoyens. Comment est-ce qu'ils envisagent ce déploiement de la 5G en lien avec des acteurs qui sont ici sur les territoires? Et ils vont répondre à nos questions, ils vont nous donner leur regard par rapport à ça, mais je vous propose qu'on fasse comme d'habitude et qu'on ait cette première phase d'émergence sur cette question des coopérations entre les territoires et les opérateurs. Quelles sont les questions qui vous viennent spontanément à l'esprit? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur poser comme question aux opérateurs en matière de coopération? Je vous en prie, n'hésitez pas, par écrit ou directement en prenant la parole. Alors, c'est toujours la première qui coûte. J'ai circulé à Rennes ce matin et j'ai vu une affiche de Free qui disait en substance ceci: Free, la meilleure couverture 5G. Free, la meilleure couverture 5G. Je me suis demandé si cette annonce n'était pas un peu prématurée et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour un opérateur d'avoir une bonne couverture 5G. Voilà. Merci Germain. Premier questionnement sur la couverture. D'autres interrogations? Moi, je veux bien prendre la parole. Bonjour, et merci d'être là ce soir. Je me demande qu'est-ce qu'on doit entendre par coopération avec les territoires et collectivités. Donc peut-être, moi j'ai un point de vue. Voilà, donc peut-être qu'on pourrait leur demander aussi quelle forme de coopération et quels bénéfices vont en tirer, parce que les entreprises, elles vont sans doute parler de bénéfices sociaux, culturels, je sais pas, patrimoniaux, enfin tout esthétique, tout ce qu'on veut. Voilà. Peut-être aussi sur la durée de la coopération, c'est-à-dire on coopère, mais jusqu'à quand? Voilà, sur la durée donc. Merci. Merci Philippe. Donc cette question de la durée, de la forme et du sens qu'on donne à la coopération. Dans le même ordre d'idées, bonsoir à toutes et à tous, que vient de dire Philippe, il parlait de la coopération avec les collectivités, mais coopération entre opérateurs également, qui serait intéressant qu'ils puissent nous le dire, puisqu'on les attend aussi, peut-être un peu aussi sur ça. Et donc, je parle de coopération, on peut parler également de mutualisation. Très bien. OK. Mutualisation, la coopération, c'est effectivement entre les opérateurs aussi, essayer de comprendre ce qu'ils envisagent. D'autres points? Sur un thème tout proche, finalement, j'ai lu qu'il y avait aujourd'hui 150 antennes de réseau mobile environ sur Rennes. J'ai entendu aussi que certains opérateurs avaient déjà des ambitions et des demandes à court terme de déploiement sur plus de 100 sites. Il serait peut-être intéressant d'avoir une idée de combien de sites de sites d'antennes radio il faudra à terme pour couvrir Rennes en 5G. Très bien. Et on peut relier ça à la coopération et à la mutualisation. Oui, Christian, la question derrière, c'est est-ce qu'en mutualisant, il y a moins de besoin de nouveaux sites, c'est ça? Je suppose, oui, c'est assez évident, mais c'est aussi une bonne raison de mutualiser. Très bien. Merci beaucoup. D'autres points qu'il faudrait qu'on aborde avec les opérateurs? J'en ai un deuxième. Le territoire a un plan climat, des engagements de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Nous avons vu que la 5G allait
forcément nécessiter plus d'énergie globalement, puisqu'il y aura plus de trafic et plus d'utilisateurs. Et j'aimerais savoir, puisqu'on parle de stratégie, quels sont les plans des opérateurs pour accompagner cette réduction des effets de serre, des émissions du territoire, émissions directes et indirectes. D'accord. Et là, on est effectivement à l'échelle des territoires avec les PCAET. Comment on articule et comment on respecte les PCAET avec la 5G. Je vous en prie, s'il reste des questions. Je voulais poser la question des data centers, savoir combien de data centers sont prévus sur la ville de Rennes. Est-ce qu'il y a déjà des implantations qui ont été programmées? D'accord. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et ce qui est prévu sur les data centers, dont on a effectivement parlé à plusieurs reprises et qui ont l'air d'être assez centrales. Et il y a peut-être un point aussi sur lequel on pourrait entendre en fait nos correspondants des opérateurs, c'est sur l'aspect environnemental. Quel est l'engagement aujourd'hui des opérateurs, leur ambition sur la partie globale de réduction de gaz à effet de serre dont on doit tous être conscients aujourd'hui, quoi. Donc, on l'a vu à travers des ateliers que la partie environnementale était peut-être une partie qui était pas forcément très bonne, voire mauvaise. Donc, comment aujourd'hui les opérateurs prennent en compte cela? Très bien. Merci Laurent. Alors, vous le voyez, il y a beaucoup de questions. C'était un moment nécessaire et important de pouvoir échanger avec les opérateurs. 3 opérateurs sont présents avec nous et 3 personnes qui vont être les représentants de ces opérateurs. Saïda Ouederni, est-ce que vous êtes là, Saïda? Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot, s'il vous plaît? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc Saïda, qui est directrice des relations avec les collectivités territoriales chez Free. Oui, donc bonsoir à toutes et à tous. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s'annonce particulière quand même, et espérons que ça s'améliore. Oui, donc je suis directrice des relations avec les collectivités territoriales pour Free Mobile depuis l'été 2020. D'accord. Voilà. Très bien. Je suis ravie de participer à cet atelier pour Free. Merci. Avec nous également Alexandre Ledors, donc directeur relations régionales et patrimoine chez Bouygues. Exactement. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Ouais. Mais donc, on ne vous voit pas. Pardon? Mais on ne vous voit pas. Attendez. Normalement, c'est bon. Voilà, on vous voit. Également, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Effectivement, je suis directeur des relations régionales du patrimoine pour Bouygues Télécom sur la région Grand Ouest, donc les 4 régions que sont la Normandie, le Centre-Val de Loire, les Pays de la Loire et la Bretagne. Très bien, merci beaucoup Alexandre. Et avec nous également Jean-Claude Brière de SFR, qui est délégué régional Île-de-France. Alors, peut-être Jean-Claude, oui. Île-de-France, vraiment? Ce n'est pas une annexion de Rennes par l'Île-de-France, c'est simplement que mon collègue Franck Coudriot avait une contrainte d'ordre privé qui malheureusement ne lui permettait pas d'être présent parmi vous ce soir, et donc il m'a sollicité pour représenter le groupe lors de cette réunion. Voilà. Et belle année à tous, et je vous souhaite qu'elle soit meilleure que l'année précédente. Merci beaucoup. Merci à tous les 3 d'être avec nous. Vous l'avez entendu, il y a beaucoup de questions. Ce groupe, donc d'une 40aine de personnes, avec pour moitié des élus, pour moitié des non-élus, qui réfléchissent depuis 7 séances déjà collectivement sur le déploiement de la 5G et sur la manière dont les territoires peuvent s'en emparer et travailler avec ou pas.
on a depuis le début des séances des réflexions qui nous amenaient à effectivement devoir envisager ce moment où il fallait échanger avec les opérateurs. Les questions sont nombreuses. On va peut-être commencer, si vous en êtes d'accord, par poser le contexte. Le contexte qui est celui de l'action donc des opérateurs que vous êtes, contexte économique. Est-ce que vous voulez peut-être les uns les autres nous expliquer comment vous avancez, dans quel contexte, à la fois peut-être au niveau national, international et puis local aussi? Qui veut s'emparer de cette question et puis commencer à répondre? Je vous en prie. Oui, donc je vais commencer. Alors, je vais ouvrir la discussion. On est en effet sur un marché difficile, hein, avec des baisses de prix de 1,5% à 3% par an. Je parle des prix de détail. Des investissements relativement conséquents. Je vais mettre la vidéo, oui, ce sera peut-être plus. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Des investissements conséquents, hein, pour l'ensemble des opérateurs. En 2020, pardon, on est à peu près à 10 milliards d'euros pour ce qui est pour faire de la fibre, de la 4G partout et maintenant la 5G. On fait face aussi à des contraintes de couverture du territoire liées à nos obligations réglementaires, hein, qui sont plus fortes. Un opérateur mobile en 2012, c'était 15 000 sites pour avoir une couverture nationale. En 2023-2024, on va passer à 25 000 sites. Et en parallèle, en termes de demande et de besoins en connectivité, on a une explosion de la demande en connectivité en situation de mobilité. Donc, on est dans un contexte relativement tendu et un marché très concurrentiel, un des plus concurrentiels d'Europe. Mais ça, bien sûr, au bénéfice des consommateurs et des territoires. Alors, vous parlez de marché concurrentiel. Je pense que vos homologues chez les autres opérateurs partageants, ils vont nous le dire. Tout à l'heure, on posait la question des coopérations entre les opérateurs. Quand vous dites marché concurrentiel, vous dites quoi exactement? Saïda Oui, concurrentiel en termes d'offres, hein. En fait, comme on est dans la concurrence et des règles du jeu relativement loyales, on est sur un marché concurrentiel. Je parle vis-à-vis des clients finaux. D'accord. Jean-Claude Brière, sur cette question-là, du contexte et du climat dans lequel vous évoluez? Écoutez, quelques éléments de comparaison. Pour reprendre ce que disait Saïda, le montant des abonnements, le prix des abonnements pour un client grand public, et il faut quand même l'avoir à l'esprit, très faible en France par rapport à soit une moyenne européenne, je ne parle même pas des États-Unis, ce qui montre qu'on est en effet dans un contexte très tendu entre des investissements massifs qu'on doit réaliser chaque année, la fibre, la 5G, le New Deal pour les territoires périurbains et ruraux, tout ça dans un contexte économique qui est lui-même tendu, avec un marché des télécoms européens qui est, comment dire, atomisé dans le sens où on est de multiples intervenants, hein. Aux États-Unis, vous avez 4 intervenants essentiellement sur un territoire qui a un nombre de clients de la même ordre de grandeur qu'en Europe. Et nous, en Europe, on est près d'une centaine d'opérateurs. Donc voilà, donc on intervient dans ce cadre. Après, sur la coopération entre les opérateurs, eh bien, comme le disait Saïda, on est en concurrence pour les offres. On peut, dans un cadre réglementaire défini par soit l'ARCEP, soit l'autorité de la concurrence, avoir des coopérations ou des réseaux mutualisés. C'est le cas des opérateurs Bouygues et SFR, qui dans certaines zones ont des réseaux mutualisés, mais pas dans les zones denses. Voilà, donc des coopérations peuvent exister, mais elles sont toujours limitées à l'infrastructure et pas aux offres. Alors, coopération limitée aux infrastructures, et vous l'avez dit, dans un cadre réglementaire, à partir du moment où une autorité va vous amener à… Est-ce que, et peut-être Alexandre Ledors, vous pouvez nous répondre là-dessus, est-ce que les règles du jeu
à la fois européennes et nationales. Est-ce que ces règles du jeu, elles ont une influence aujourd'hui sur votre activité et sur la manière dont vous pourriez éventuellement coopérer entre vous? Alors, pour reprendre ce que vient de dire Jean-Claude, il y a une coopération en termes de support. Je prends l'exemple donc, de ce que nous, on appelle le programme Crozon, donc la coopération et la mutualisation du réseau entre Bouygues et SFR en zone périurbaine, où depuis 2014, c'est 12 300 supports qui sont mutualisés et qui diffusent le réseau Bouygues et SFR. Donc ça, on a des coopérations qui se font sur ce thème-là, mais tout ça, c'est bien évidemment régulé par l'ARCEP et soumis à l'autorisation de l'ARCEP. Par contre, comme il l'a dit, en termes d'offres, il n'y a aucune coopération qui est faite. Chaque acteur produit ses propres offres et en fonction de ses capacités d'investissement, en fonction de sa rentabilité, bien évidemment. Après, voilà, c'est l'action économique de base. Et pour appuyer ça, ce que disait Saïda, il faut avoir en tête qu'effectivement, c'est 10 milliards d'investissements par les opérateurs privés sur les territoires depuis 2018, et je crois de mémoire, peut-être que mes collègues pourront me corriger, mais qu'on est à quasiment 100 milliards d'investissements depuis 10 ou 12 ans sur le territoire français. Donc, c'est des investissements qu'il faut prendre en compte et qui sont considérables. Est-ce que je suis naïve si je conclus de ce que vous venez de nous expliquer que ce contexte-là implique une concurrence commerciale que je vais... C'est moi qui vais le dire, je crois que je peux... Féroce, je mets des guillemets, mais on imagine qu'avec ces investissements, le contexte commercial est un contexte particulièrement tendu. De toute façon, c'est ce qui a été dit d'entrée, c'est qu'on est sans doute sur le secteur d'activité le plus concurrentiel d'Europe. Donc effectivement, on ne peut pas avoir ce constat-là et ne pas dire que la concurrence est féroce entre nous. D'accord. Ok. Vous êtes d'accord, Saïda? Jean-Claude, vous partagez ce que vient de nous dire Alexandre? Oui, Jean-Claude. Oui. Après, je dirais aussi il y a peu d'équivalents de secteurs industriels où il y a autant d'investissements. C'est-à-dire que je ne suis même pas certain que l'aéronautique et l'aérospatiale engagent des sommes de cette nature. Donc, on a un secteur des télécoms concurrentiel pour les offres, mais on a un secteur des télécoms dynamique qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse, qui investit, qui fait travailler les uns et les autres. Et je pense qu'il faut l'avoir à l'esprit aussi. Hein. Ce sont des collaborateurs, ce sont des industriels, des sous-traitants, des équipementiers. Enfin, c'est toute une filière économique. Hein. Ce n'est pas simplement un intervenant parmi d'autres. C'est un secteur majeur et qui, vous le savez mieux que nous, en tant qu'élus, on est un des facteurs les plus importants à l'attractivité de vos territoires. Alors, c'est un point Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par facteur Excusez-moi, mon micro est coupé. Oui, j'ai rien entendu, oui. Oui, je m'interrogeais sur ce que vous vouliez dire par ce facteur d'attractivité. Écoutez, quand vous êtes une entreprise, tout à l'heure on parlait de l'impact économique, une entreprise, elle a besoin d'avoir des réseaux puissants, efficaces pour communiquer avec ses clients, ses fournisseurs, les concitoyens qui sont des usagers professionnels ou privés. On va malheureusement pas revenir trop en détail sur le télétravail et la prise de conscience que cela a engendré. Aujourd'hui, on communique par Zoom, moi le premier, sur le périphérique parisien, grâce à des réseaux mobiles performants. Nous n'aurions pas des réseaux mobiles performants, nous ne pourrions pas télétravailler aussi facilement qu'on le fait, nous n'aurions pas de fibre optique, nous ne pourrions pas avoir des entreprises qui communiquent avec le monde entier pour gérer leurs fournisseurs ou leurs propres clients. Quand j'habite un territoire reculé le week-end qui s'appelle le Perche, l'Orne, eh bien,
croyez-moi, quand vous discutez avec le président du département, il a à cœur de voir son territoire totalement déployé en fibre optique et avec des réseaux 4G et demain 5G efficaces pour s'assurer à la fois du maintien de son tissu économique, de garder sa population et d'être pas un territoire sans médecins, etc. Parce que ceux-ci ne voudraient pas venir parce qu'ils estiment que le confort de vie n'est pas suffisant. Enfin, voilà. Alors, on contribue à tout cela. Sur cette question de l'attractivité, vous m'amenez sur la question suivante. Une fois qu'on a compris effectivement les investissements importants qui sont les vôtres, la concurrence très importante sur le secteur, on peut s'interroger sur ce qu'est effectivement votre politique ou vos politiques commerciales. Vous parlez, Jean-Claude Brière, des entreprises. Dans les ateliers qu'on a eus depuis le début de cette mission, on a vu qu'il y avait des approches qui pouvaient être différentes du côté des particuliers, du côté des entreprises. Quelles sont justement vos stratégies commerciales à tous les trois en direction du monde de l'entreprise et des services, on parlait de services publics, et quelle est aussi votre stratégie commerciale vers les particuliers, vers les citoyens? Qui veut répondre? Saïda, peut-être, pour commencer? Oui, alors notre stratégie, elle est basée en fait sur deux piliers. Donc le premier, c'est des offres simples, attractives et innovantes pour une meilleure connectivité pour tout le monde sur le territoire. Et la deuxième, c'est l'investissement dans les réseaux. Donc, nous, on a vraiment notre stratégie, c'est réinvestir nos revenus, donc environ 30% par an, pour le déploiement du réseau. Donc, on a une stratégie relativement simple et claire, c'est faire des offres simples, attractives et investir dans les réseaux. Voilà. Et ça se décline aujourd'hui pour le grand public, puisqu'on est un opérateur d'origine grand public. Et on a intégré un opérateur entreprise il y a quelques temps et on prévoit des offres aux entreprises. Je ne peux pas vous donner les détails, mais c'est toujours dans la logique et dans l'idée, dans l'ADN de faire des offres simples, attractives et innovantes. Mais plutôt vers le grand public. Pour les deux autres opérateurs, quelle est votre stratégie? C'est plutôt le monde de l'entreprise ou le monde du particulier? Alexandre Ledors? Alors nous, historiquement, on est plus un opérateur particulier. Aujourd'hui, on a tendance à se diversifier et à augmenter notre parc pro. Et ça fait quelques articles de presse ces derniers temps avec l'acquisition de filiales. Ensuite, effectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, comme on le disait, on est des acteurs principaux des activités de territoire, de développement du numérique. Et donc, cette part de rentabilité qu'on a, elle est tout de suite réinvestie dans une meilleure qualité de réseau et dans de nouvelles technologies. Donc ça, il faut comprendre qu'effectivement, comme disait Saïda, les offres qui sont construites sont aussi construites pour venir développer de nouvelles technologies ou améliorer la qualité des technologies qui sont en place sur les territoires. Jean-Claude Brière? Écoutez, nous, on est un opérateur B2B, ou business, entreprise depuis toujours. On est le challenger d'Orange, d'Orange Business Service. Malheureusement, on n'a pas encore une part de marché sur le B2B, Orange, sur certains segments, est quasiment tout seul. D'ailleurs, ce sont des sujets important pour tous les opérateurs, que ce soit des opérateurs intégrés ou des opérateurs qui ne font que du B2B. Il n'y a pas de stratégie différente, c'est de récupérer le plus grand nombre. La seule stratégie qu'on ait quand on a un opérateur d'infrastructure, c'est de remplir le plus possible ses infrastructures. Donc on la remplit le plus possible avec ses propres clients. Et puis, on fait appel, on transporte, on véhicule
les besoins des autres opérateurs. Avec un opérateur comme SFR, c'est le grand public, c'est les entreprises et c'est le marché gros pour les autres opérateurs. Voilà. Donc, le but, c'est de remplir tous les tuyaux le plus possible pour que les amortissements soient les plus courts possibles. Les investissements sont énormes et donc la stratégie, elle est dans tous les sens, elle est tout azimut. Vous m'avez répondu sur les particuliers, également sur les entreprises. Que dire des services publics? On a identifié dans nos ateliers certains usages qui pouvaient être des usages du côté de l'hôpital, du côté des mobilités. Votre stratégie en termes de services publics, quelle est-elle? Alors, si je reprends SFR, si SFR continue, je ne distingue pas spécifiquement le public du privé. Désolé. Ça reste une entité business, alors, qui peut avoir des besoins spécifiques, mais on l'a vu avec la crise sanitaire actuelle, les collectivités, quand elles font appel au télétravail, elles sont comme les entreprises, elles ont besoin de cloud, elles ont besoin d'équipements, elles ont besoin de VPN, elles ont besoin de liens sécurisés, elles ont besoin de débit, elles ont besoin de forfaits qui acceptent les usages importants, etc. etc. Après, si vous évoquez les solutions Smart City, c'est un peu différent. Les usages liés à la gestion du domaine public, au stationnement intelligent, ok, d'accord. Ça, ce sont aussi des sujets importants pour nous. Et la 5G est un des éléments fondateurs de cet écosystème Smart City. C'est-à-dire qu'avoir des applicatifs qui vous permettent de connaître les places de stationnement disponibles dans une zone, de repérer les places de livraison qui vont se libérer, etc. Ça fait partie d'une gestion du domaine public qui peut intéresser les collectivités. Et on a chez SFR des partenariats avec des startups pour... D'accord. Christian vous demande, et c'est vrai que c'est une précision nécessaire, ce que vous voulez dire par marché de gros. C'est une notion qui ne nous est pas familière. Ça veut dire oui, quoi? Excusez-moi, en le disant, je me suis rendu compte que j'étais assez abscon. On revend nos réseaux, en gros, à d'autres opérateurs. Eh bien, Free et Bouygues peuvent être des clients des infrastructures fibres de SFR. British Telecom, Vodafone, qui ont des Telefonica, qui sont des opérateurs étrangers, qui ont des clients mondiaux avec des entreprises, des sites industriels, dont les clients ont des sites industriels en France, peuvent très bien faire appel à nous pour transporter les données de leurs propres clients. D'accord, ok, c'est très clair. Merci pour cette précision. On est passé assez vite sur la clientèle des particuliers. On comprend qu'il y a effectivement la question des données à transporter et on s'interroge aussi sur les terminaux, sur les téléphones, sur les outils qui nous permettent de les recevoir. Est-ce que dans les stratégies commerciales que vous développez les uns et les autres, ces terminaux, ces téléphones, ces tablettes, etc., sont une part importante de votre stratégie? Saïda, votre micro est ouvert, je crois que vous pouvez y aller. En fait, je voulais juste réagir quand même par rapport aux discussions précédentes, parce que ce qui apparaît important peut-être à resignaler, c'est qu'en tant qu'opérateur, nous, on apporte l'infrastructure la plus résiliente possible et qui permet à tous de pouvoir faire de la donnée en situation de mobilité, en situation fixe. Donc nous, je dirais vraiment la base de notre activité et l'enjeu, c'est au rythme des investissements qu'on fait, de déployer et d'aménager les territoires en infrastructures numériques fixes, mobiles, etc. Après, ce qui se passe par-dessus, que ce soit commercialiser des services ou nous en propre, ou je dirais, c'est ou bien émulé par la ville qui veut mettre en place des systèmes de réseau intelligent, de l'éclairage ou autre. Ça peut se faire, mais c'est dans un cadre de coopération qui peut être soit avec l'opérateur, soit avec l'autre. Mais la base et le point important, c'est le déploiement des infrastructures et l'aménagement du territoire. Et c'est le gros enjeu de base et commun à tous. C'était juste pour bien distinguer
cet aspect-là des coopérations possibles qui peuvent se faire par-dessus cette infrastructure, en fait. Ça, c'était le premier Justement, point. vous parlez de la base. Est-ce que la téléphonie au sens physique, les téléphones, la vente de téléphones fait partie de votre stratégie commerciale? Alors, juste, donc, on n'est pas constructeur, on n'a pas vocation à devenir un concurrent de certains constructeurs. Enfin, on n'a pas du tout vocation, en fait, à être constructeur de terminaux. Voilà, c'est une filière à part. Après, en tant qu'opérateur, nous, on a fait le choix notamment de ne pas subventionner les terminaux. Donc, c'est assez différent des trois autres. Donc là, c'est un choix qu'on a fait qui pour nous est important puisque ça agit sur aussi quand même le cycle de renouvellement des terminaux, qui est un sujet quand même relativement important. Et sinon, effectivement, comme les autres, je pense qu'on travaille sur proposer éventuellement de favoriser le recyclage et autres. Ça, c'est des actions qui sont en cours et qu'on va définir pendant les prochaines semaines autour de ça. Mais c'est important aussi de dire qu'on n'est pas, au cœur de ce sujet des terminaux. On est plus utilisateur aussi d'une certaine manière. Alexandre Ledors, la question des terminaux et effectivement des coopérations avec les fabricants. On sait que ce sera un gros sujet, le renouvellement du parc des terminaux pour pouvoir utiliser la 5G. Quelle est votre approche? Alors, déjà, faut être clair sur une chose, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on déploie un réseau 5G que le réseau 4G va s'éteindre. Donc, ça veut dire que demain, toutes les personnes qui ont un téléphone qui fonctionne en 4G, voire même en 3G, voire même en 2G, pourront toujours continuer à téléphoner, pourront toujours continuer à l'utiliser. On va amener sur des téléphones 5G plus de rapidité, plus d'usage. Aujourd'hui, on ne peut pas prédire les usages, donc du coup, la notion même de changer de terminal pour de la 5G, si son terminal 4G ne fonctionne pas, c'est propre à tout à chacun. Et on ne va pas pousser les personnes à se dire « Ah ben non, il faut absolument prendre un téléphone 5G pour que vous puissiez continuer à utiliser notre réseau ». Je ne pense pas la stratégie d'aucun opérateur, en tout cas, ce n'est pas celle de Bouygues Telecom. Ensuite, sur notre stratégie aujourd'hui, c'est qu'on a des reprises qui sont faites sur les téléphones. On a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Recommerce, qui reconditionne les téléphones mobiles en France. Et on repropose des téléphones reconditionnés à l'achat en boutique qui sont comme neufs. Donc on n'est pas, comme disait Free, nous ne sommes pas constructeurs. On n'a pas vocation à le devenir. Ça, c'est clair. Et donc, du coup, là, sur la stratégie, vraiment, si on parle, on peut appeler un chat d'obsolescence des téléphones. Nous, on amène le tuyau, les usages et le terminal. Malheureusement, on n'a pas la main dessus. Ensuite, propre à chacun de choisir, oui ou non, de changer de téléphone, s'il en a besoin, si le téléphone est obsolète ou autre. Merci Jean-Claude Brière sur cette question-là. En phase avec mes deux collègues, je suis pas constructeur. On a chez SFR également une politique de recyclage, reconditionnement des téléphones. On va proposer. Altis a lancé un grand programme visant à réduire l'impact environnemental de nos activités, que ce soit pour la partie média. Et que ce soit pour la partie télécom média pour BFM et toutes les autres entités du groupe. Et pour la partie télécom, on va mettre dans nos boutiques des Fairphone. Donc, on cherche à développer aussi ce genre d'appareil. Mais après, on est totalement tributaire de ce que le marché fait, de ce que les constructeurs proposent. Et j'insiste en effet, c'est très important ce que disait Alexandre, c'est pas parce que demain il y a la 5G que toutes les autres technologies de téléphone vont s'éteindre. Elles sont notamment très utilisées pour le paiement sans contact, etc., le machine to machine ou tout ce qui est les éléments connectés. Donc la 5G arrive, elle va nous permettre de désengorger nos réseaux 4G là où ils sont très 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 fortement sollicités. Pour autant, les autres réseaux ne vont pas s'éteindre tout de suite. Il n'y a pas donc ce qui a été reproché à la 5G, c'est le fait d'imposer le renouvellement du parc de téléphonie mobile. On n'est pas du tout dans ce schéma-là. Je veux dire que oui, mais
Jean-Claude, Oui, allez-y. tout de même, c'est des choses qu'on a pu lire et je vous repose la question Mais c'est pas avec... parce qu'on le lit que c'est vrai. Hein. Ah bah, du coup, on vous interroge. Avec toute la naïveté qui est la mienne, on a pu lire un peu partout des questionnements sur des stratégies concertées à la fois des opérateurs et des constructeurs autour de cette nouvelle technologie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors oui, juste pour rappeler, parce que la 5G, c'est une norme hein, qui a fait l'objet de travaux de spécification depuis une dizaine d'années par un comité technique international en étroite collaboration avec l'organe de l'ONU qui gère les télécoms. Hein. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est travaillé en catimini du tout. On est sur des cycles de réflexion, d'évolution, de progrès technique des équipements. De même qu'on a passé de la 2G à la 3G, de la 3G à la 4G. Donc, on n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est juste pour ramener le sujet. Et l'autre point aussi, on a lancé la 4G il y a une dizaine d'années, hein, à renfort d'ailleurs de publicité peut-être même plus marquante que ce qu'on commence à faire sur la 5G. Ce n'est pas pour autant qu'on n'a plus de 3G, qu'on n'a plus de... Vous voyez, on est sur des technologies qui mettent un temps à se diffuser dans la population. Même si on peut faire de la publicité, bien sûr qu'on va faire de la publicité et on fera de la publicité pour la 5G, on en fera pour la 4G, mais sachant, on ne va pas arriver à tout à coup, tout le monde va être obligé de passer à la 5G, comme ça n'a pas été le cas pour la 4G. Très bien. Si je peux rebondir sur ce que disait Saïda, la 5G est un besoin dans certaines zones, car je prends l'exemple de Paris, parce que pour le coup, je le connais assez bien. Nous avons plusieurs quartiers parisiens où on utilise toutes les fréquences que nous avons à notre disposition pour absorber le trafic. Or, les technologies existantes, 2G, 3G, 4G, ne suffisent plus à supporter le trafic et les besoins. C'est la raison pour laquelle on s'est porté acquéreur et qu'on a acquis l'usage de nouvelles bandes de fréquences, les 3,5 GHz, qui rajoutent une fréquence supplémentaire donc, sur les usages sur un territoire. Et donc voilà, c'est pas du jour au lendemain, on se dit tiens, on va pour créer un chiffre d'affaires, une opportunité économique, etc. On a aujourd'hui, on investit, on développe nos réseaux parce que vous êtes, vous, les uns et les autres, derrière, avec des besoins de plus en plus croissants. Il y a 5 ans, ça ne serait venu à personne de jouer, de faire du gaming sur la plage ou d'envoyer ses vidéos, etc., dès qu'il est en voiture, dès qu'il est dans un parc, etc. Aujourd'hui, moi j'ai des enfants, ils fonctionnent avec un iPhone en permanence. Ce n'était pas mon cas quand j'étais jeune. Aujourd'hui, on a des usages considérables avec une croissance du besoin de trafic de données qu'on ne peut absorber qu'avec des nouvelles technologies. Alors, on a effectivement eu ce débat sur les usages et sur la question de l'œuf ou de la poule. Hein. Qu'est-ce qui commence, qu'est-ce qui donne envie, qu'est-ce qui fait avancer? Je voudrais qu'on continue quand même sur cette question des coopérations. On a bien compris le contexte dans lequel vous travaillez, vous évoluez, et des stratégies commerciales qui sont les vôtres au regard de ce contexte. On a parlé de coopération. Avant de venir à la question des coopérations avec les territoires, je voudrais qu'on épuise cette question des coopérations entre les acteurs que vous êtes, entre les opérateurs. Coopération entre les opérateurs, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Vous nous avez parlé d'antennes relais communes. On a beaucoup parlé des data centers. Est-ce que en matière d'équipement, d'organisation des réseaux, vous avez des ouvertures, des choses possibles à faire entre acteurs pour coopérer? Est-ce qu'il est possible d'avoir des data centers communs, par exemple? Saïda, je vois que vous avez rallumé votre micro. Oui, alors sur les data centers, malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre explicitement là-dessus. Sur la coopération, comme ça a été évoqué tout à l'heure, elle va très loin, je dirais même dans la mutualisation pour le New Deal, hein, où effectivement il y a un partage d'infrastructures. D'ailleurs, en Bretagne, il y a quelques communes là, qui ont bénéficié de ce programme.
Le New Deal, c'est quoi? Alors justement, donc c'est un programme de couverture ciblée donc qui permet d'apporter de la 4G dans alors c'est plus pour du périurbain ou des zones plutôt rurales, avec je sais pas comment dire, un financement participatif, avec un travail collaboratif avec les pouvoirs publics et les collectivités territoriales pour définir les zones dans lesquelles cette coopération va se faire. Donc c'est pour apporter la 4G vraiment pour tous partout sur le territoire. Et donc en Bretagne, il y a notamment 3 communes, Molac, Lanlou et Trévargan, qui ont bénéficié de ce programme. Et du côté de Fries, on va porter 12 autres sites qui seront bientôt allumés dans la région. Donc, il y a déjà, cette coopération existe déjà, au moyen d'un travail très intense, et je pense que mes collègues pourront confirmer, un travail vraiment qui mobilise pas mal de monde pour cette couverture ciblée. De manière générale, sur la mutualisation, parce qu'on voit bien que c'est ce qu'il y a derrière, il y a quand même un point structurel important, parce que nous, on est pour, évidemment, sur le principe, on est arrivé le dernier, donc forcément, on est pour. Il faut quand même savoir qu'on nous attribue des licences d'utilisation de fréquences, donc on a nos propres spectres de fréquences avec des obligations de couverture du territoire et de la population. Et donc, une mutualisation systématique, c'est pas compatible avec le cadre actuel, en fait. Et le cadre qu'on a choisi réglementaire depuis des décennies. Donc, de toute façon, on n'arrivera pas à quelque chose. C'est vraiment des cas très, très ponctuels, comme on a vu, par exemple, pour le New Deal mobile. Ce que j'entends, c'est que la mutualisation est liée à un cadre réglementaire. Il y a des éléments qui font, il y a des éléments structurels qui font qu'on ne pourra pas aboutir à une mutualisation vraiment complète, partage de fréquences, par exemple, ça, c'est pas possible. Alexandre? Désolé, j'avais coupé mon micro. Je vais juste revenir là, sur le programme New Deal, parce qu'effectivement, donc, il n'y a pas eu que 3 communes qui ont été couvertes. Alors, je n'ai pas le chiffre exact là, mais il y en a eu bien plus qui ont été couvertes par ce programme-là en Bretagne et sur l'ensemble du territoire. On est bien sur une obligation d'État. Donc, je voyais donc, dans les questions tout à l'heure, où on faisait état, alors je ne retrouve plus la question, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu d'abord nous obliger à couvrir les zones blanches avant de lancer les enchères 5G. Je vais décorréler un peu les choses, puisque de toute façon, l'obligation de couvrir les zones blanches, on les avait déjà. Et ça, c'était bien avant les enchères 5G. Donc, c'est en cours, c'est un travail qui est fait en collaboration avec avec le régulateur, la mission France Mobile, les préfectures, les communes qui sont concernées, où effectivement, ça représente énormément de supports à installer, donc énormément de travail. C'est quelque chose qui ne se fait pas en un claquement de doigts. Et donc, il y a de cette obligation New Deal, on avait, la création de nouveaux supports lorsqu'on n'en avait pas, mais deuxièmement, l'obligation de passer l'intégralité de nos supports en 4G. Donc aujourd'hui, au dernier communiqué de presse qu'on a eu par l'État, on était à 75%, je crois, des supports qui avaient été passés en 4G, ce qui représentait une avancée considérable. On était en avance sur donc là, je parle tout opérateur confondu. On était en avance sur le timing qui nous était donné. Donc voilà, c'est des choses qui sont déjà en place aujourd'hui sur la réservation des zones blanches. Mais là, vous nous parlez de 4G. Alors justement, en termes de zones blanches et plus loin encore d'égalité entre les territoires, qu'est-ce qui va changer avec la 5G? Est-ce que vous aurez… La 5G, il faut, et Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, mais je pense qu'on ne l'a pas assez posé, à quoi ça va servir la 5G dans un premier temps? Je parle bien dans un premier temps, on va venir désengorger les réseaux 4G. Et c'est ça il faut bien appuyer le doigt là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on vient bien désengorger des réseaux qui demain ne pourront plus s'affranchir de la traitement et de traiter l'information. Les tuyaux, globalement, les tuyaux seront trop petits. Donc, l'intérêt aujourd'hui de cette technologie, c'est de venir désengorger le réseau pour permettre d'avoir toujours la même qualité de réseau et une qualité encore meilleure sur les réseaux qui sont aujourd'hui les plus saturés. Et les plus saturés se trouvent évidemment où la densité de population est la plus importante, donc en zone urbaine.
Mais donc, est-ce que je dois comprendre à ce que vous nous expliquez, c'est que la 5G se déploiera en zone dense parce que c'est là que c'est déjà saturé, mais que du coup, ce n'est pas une réponse au problème des zones blanches. Alors, je voudrais juste quand même préciser que dans nos obligations liées à l'attribution de la bande de 3,5 GHz, on a des obligations de couvrir des zones peu denses, à hauteur de 25% des sites, justement pour arriver à une certaine équité territoriale. Donc, ce n'est pas unique. Alors, ce qu'on explique tout à l'heure, ce qu'on a bien expliqué, effectivement, c'est que la 3,5 GHz apporte suffisamment de largeur de spectre pour adresser prioritairement des zones à forte sollicitation en termes de trafic. Mais on a également des obligations de couverture de zones peu denses. Ça, c'est un point. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Juste là, je voudrais juste réagir là, en voyant les questions, si vous me permettez, les commentaires de la discussion. Est-ce que c'est une fuite en avant? Ça, c'est, alors, du coup, je ne vais pas jouer au Raphaël Enthoven, mais ça, c'est une question. Toutefois, concrètement aujourd'hui, la numérisation de notre société a objectivement des aspects très positifs, notamment sur l'impact environnemental. C'est-à-dire que vous le voyez, là aujourd'hui, je vous parle à 400 ou 500 km de distance. Mon empreinte carbone est faible par rapport au fait que j'aurais pu prendre une voiture, un train, un avion pour me rendre à votre réunion. Voilà. Donc, les usages du numérique permettent aussi d'optimiser l'activité économique. Permet aussi d'optimiser l'activité en matière de care, en matière de soins. On parle de télémédecine. Je ne sais pas si c'est le cas de l'agglomération de Rennes ou de la ville de Rennes, je ne pense pas, mais il y a des territoires où la désertification médicale est importante. Parler des territoires, il y a l'égalité face aux services de santé. Eh bien, le numérique, le réseau mobile, le réseau fixe va permettre d'assurer une présence de soins sur des territoires plus ruraux. Je voudrais juste rebondir aussi, parce que du coup, je vois assez bien la mailing là. Sur le New Deal, il n'y a pas d'argent public, monsieur, ou je ne sais pas qui a posé la question, avec de l'apport de fonds publics en passant. Non, il n'y a pas d'apport public sur le New Deal. 0 €. Ce n'était pas le cas des autres programmes réglementaires pour les zones dites blanches. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y en a pas du tout. On n'est que sur des investissements privés. Vous n'avez pas eu besoin de la 5G pour nous rejoindre ce soir. J'étais en 5G en banlieue parisienne. Mais bon. D'accord. Mais on a bien compris à travers ce que vous nous dites, Saïda, Alexandre et Jean-Claude, que la préoccupation première, ce que la 5G va essayer d'adresser, c'est cette question de saturation. Alors, vous avez listé, Jean-Claude, très clairement les avantages qu'il pouvait y avoir effectivement à utiliser la 5G, notamment dans des zones peu denses ou dans lesquelles on va avoir des besoins. Moi, j'aimerais venir sur l'intérêt que ça peut avoir pour un territoire comme le nôtre, le territoire de Rennes, par exemple, un territoire urbain. Quel sera l'intérêt finalement pour les habitants, pour les services publics, pour les entreprises, pour tous ceux qui vivent aujourd'hui dans la ville de Rennes, de passer à la 5G? Écoutez, ce que disait Alexandre, je vais reprendre ce que disait Alexandre tout à l'heure, et puis Saïda l'a dit également, on est dans les zones denses et donc urbaines, avec toutes les fréquences qui ont été mises à disposition, qui ont été chèrement payées par les opérateurs, que ce soit le 700, le 800, le 900, le 1800, le 2,1, je ne sais plus ce qu'on a encore. Toutes ces bandes de fréquences sont fortement sollicitées, elles arrivent à saturation dans certaines zones,
la croissance des usages, alors en effet, on peut en faire un sujet entre guillemets sociétal, ça me dérange pas du tout, ou la diversité des usages. Toutefois, aujourd'hui, il y a un besoin parmi nos clients, qu'ils soient individuels ou entreprises, d'avoir une connectivité encore plus efficace. Donc, moi, je veux bien qu'on dise à des grands groupes ou ne serait-ce que, je sais pas moi, au service public de santé de l'agglo de Rennes que quand ils seront en intervention, ils n'auront pas de moyens de connectivité très performants. Ça ne me paraît pas tenir. On voit bien aujourd'hui que la saturation des réseaux mobiles pose de vrais problèmes. Elle pose des problèmes de sécurité, tout simplement. C'est-à-dire que quand à Paris, on est dans une zone, dans une situation de crise attentat et que nous n'avons plus de réseau mobile suffisamment disponible pour gérer l'afflux de communication des services de secours, etc., que leurs propres réseaux sont eux-mêmes en difficulté. Quand je dis leurs propres réseaux, les réseaux publics, soit de l'armée, soit des services de pompiers, soit des services de santé, ce qu'on appelle Antares, etc., eh bien, on se rend compte que les réseaux mobiles sont indispensables. Donc, et d'ailleurs, nous avons, nous, des obligations réglementaires sur base légale d'assurer une qualité de service. Très bien. Il faudrait qu'on en vienne à la question des coopérations avec les territoires parce que c'est un point qui intéresse particulièrement les membres de la mission. Comment imaginez-vous travailler avec les collectivités territoriales sur le déploiement de la 5G? Comment est-ce que ça peut se faire au regard de ce qui se fait déjà en matière de 4G? Est-ce que ça passe par des chartes, des partenariats, des conventions? Et sur quelle thématique travaillez-vous avec les collectivités territoriales? Oui, alors la question est fort bien posée en effet. Aujourd'hui, il y a déjà un cadre de coopération entre les opérateurs et les collectivités. Donc, nous, on est dans un dialogue permanent avec les collectivités. Il y a déjà une coopération au sens où la collectivité nous délivre des autorisations d'urbanisme. Parfois, lorsque nos installations sont sur leur patrimoine, ils sont nos bailleurs. Et nous, de notre côté, eh bien, on apporte l'infrastructure. Donc, on est déjà dans une relation de partenariat et de rencontres, de concertation, d'information, de transparence donc, par rapport à l'information, de concertation régulière, d'échange. C'est notre quotidien et ça existe déjà pour les technologies précédentes et ce sera encore plus vrai pour la 5G. Par ailleurs, sur la 5G, ce qui est important peut-être à signaler d'un point de vue réglementaire, c'est que l'ARCEP met en place un suivi assez poussé des déploiements plus précis que dans le cadre de la 4G. Et donc, on s'appuiera également sur ces suivis-là pour arriver à une information consolidée et peut-être éviter faire de doublons entre les informations de chaque côté. Mais pour nous, le gage de la coopération, il est déjà là, il y a déjà la base, donc des échanges, transparence, les publications de suivi, de déploiement, tout ça doit pouvoir favoriser les discussions constructives. Saïda, vous parlez d'information, de transparence. Est-ce qu'aujourd'hui, les coopérations qui existent entre les opérateurs et les collectivités, c'est essentiellement de l'information? Alors, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a tout l'aspect autorisation d'urbanisme qui est quand même relativement conséquent puisque quand on met en place la 5G, on rajoute des antennes sur des sites 4G existants qui vont demander donc des autorisations. Donc, il y a déjà des échanges. Et là, il faut une autorisation de la municipalité, ou en tout cas du service d'urbanisme en charge de ce sujet-là. Mais quand c'est sur des installations déjà existantes, est-ce que ce n'est pas simplement limité à une information? Alors, il y a un dispositif d'information en préalable à l'activation d'un service. Donc, il y a un dispositif d'information préalable qui présente donc, le projet relativement encadré, bien encadré par la loi Abeille. Ce dispositif est mis en place donc, depuis un certain temps. Bon, je ne sais pas si c'était ça la question, mais oui, il y a déjà un dispositif d'information, mise en place de concertation.
parfois des réunions publiques auxquelles on accepte bien entendu de participer. Il y a déjà un cadre en place par rapport à ça, oui. D'accord. Alexandre, sur cette question de la coopération avec les territoires, comment est-ce que vous l'abordez? Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Saïda au sujet de la loi Abeille, parce qu'effectivement, il y a ce qui est réglementaire et législatif, et il y a la réalité de terrain. La réalité de terrain, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, pour Bouygues, on a toujours été signataire des chartes qui ont été mises en place, on a toujours été dans la coopération avec les territoires, et non pas seulement dans l'information, puisqu'on ne peut pas faire que de l'information quand on emploie un pylône. Ça a également été dit, mais c'est vraiment la réflexion commune autour de toutes ces problématiques. Et ne pas devoir imposer une technologie si la technologie n'est pas souhaitée. Aujourd'hui, donc, on a certaines villes qui sont sous moratoire, avec un moratoire qui est respecté par les 4 opérateurs ou non. Ça, c'est un autre débat, mais... je veux bien qu'on l'ait. Ou non, ça veut dire quoi? Ah bah, je ne peux pas me prononcer. Moi, pour Bouygues Télécom, l'ensemble des villes qui ne souhaitent pas aujourd'hui avoir la 5G et où les débats citoyens ont été mis en place, la technologie n'a pas été allumée ou mise en place. D'accord. Donc, pas d'allumage, pas de mise en place. Donc, je prends l'exemple de Rennes, je prends l'exemple de Nantes, je peux prendre d'autres exemples, l'exemple de Rouen sur ma partie du territoire, mais je peux prendre également l'exemple de Paris, hein, où aucun opérateur n'a allumé la 5G. Donc voilà, on est vraiment aujourd'hui, je pense que ça, c'est un vrai gage de souhait de transparence et de coopération avec les territoires qui le décident, et d'expliciter l'intérêt de cette technologie, ou de voir comment est-ce qu'on la déploie avec l'ensemble du corpus que sont les citoyens, les élus, les industriels, pour avoir une réflexion qui soit la plus poussée possible sur cette technologie. L'un des points qui a fait débat dans ce groupe portait autour des questions énergétiques, de la consommation énergétique, des émissions de gaz à effet de serre. Hein. On a eu un petit échange par le chat, et puis Jean-Claude Brière y a fait allusion. C'est un gros point d'interrogation. Et au-delà des antennes 5G, l'une des questions qui nous interroge collectivement, c'est les data centers. Alors, je reviens sur cette question des data centers et de l'implantation de ces data centers sur les territoires. Est-ce que sur cette question-là, il y a des coopérations possibles du côté des opérateurs pour en échanger et coopérer sur la manière de les implanter? Alors, pour SFR, sur les data centers. Alors, coopération en matière de data center entre les opérateurs, je ne sais pas ce que ça sous-entend. Assurément, je prends l'exemple des SFR, nous avons des data centers qui hébergent des services des autres opérateurs télécoms ou de grande industrie. Donc, est-ce que c'est ça une coopération? Je pense que c'est plutôt une relation commerciale, mais bon. Sur l'aspect impact des data centers, nous conduisions, nous, chez SFR, deux pilotes, un en Alsace, un en région parisienne, qui a vocation à réutiliser la chaleur produite par les serveurs pour le chauffage urbain. Donc aujourd'hui, un data center classique refroidit ses salles avec des aérocondenseurs qui rejettent dans la nature des calories. Et l'objectif est de capter ces calories pour les mettre dans des réseaux de chauffage urbain pour assurer, aux côtés des autres contributeurs, voilà, on récupère l'énergie produite ainsi. Ça, c'est important. On a 2 pilotes qu'on est en train de conduire avec des opérateurs publics. Et ça fonctionne, et ça va fonctionner très bien. Donc ça, en effet, c'est très important. Il y a d'autres travaux qui sont faits sur les data centers, sur l'optimisation d'énergie, la réduction. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus besoin de développer de nouveaux data centers. L'urbanisation d'un data center fait que les salles on a besoin de moins d'espace.
on réduit, on miniaturise les serveurs de telle manière que les espaces existants suffisent. Alors justement, c'est très important ce que vous nous dites. Est-ce que ça veut Merci. dire, et ça revient à une question qui a été posée juste avant, est-ce que ça veut dire que vous, opérateurs, sur cette question des data centres, vous vous mettez en conformité avec les PCAET des territoires, avec les objectifs de réduction de consommation d'énergie, d'émissions de GES? Est-ce que vous intégrez les politiques territoriales énergétiques? Intégrer, je sais pas si c'est le terme, mais enfin, moi j'ai à l'exemple, enfin, je ne voudrais pas trop dévoiler parce qu'on est en format multi-opérateur, mais quand on réfléchit à la réutilisation des calories produites par un équipement de ce type, ça ne peut se faire que en collaboration étroite avec la collectivité où nous sommes implantés. Pourquoi ? Parce que le réseau de chauffage urbain déjà fait l'objet d'une DSP, la plupart du temps, concédée par la ville ou l'agglomération, que des aménagements sont nécessaires sur autorisation de la ville, etc., etc. Donc, et puis, quand vous participez à ce genre de projet, bien souvent, les collectivités, les communes peuvent vous aider en parallèle parce qu'elles ont des crédits pour aider les entreprises à rechercher cette optimisation environnementale. Donc tout ça, c'est forcément une coopération. De toute façon, un opérateur de télécom, il est hyper dépendant de la collectivité au sens, sur plein d'activités. Tout à l'heure, on parlait du droit de l'urbanisme. Aujourd'hui, SFR ne cherche pas non plus à passer en force sur les territoires qui ne souhaitent pas, pour l'instant, avoir de 5G et qui souhaitent conduire, comme vous le faites, une information, développer une compréhension de l'écosystème, etc. Moi, ça me va très bien. Je veux dire que je n'ai pas à me substituer à la démocratie locale. Je ne suis pas élu. Je l'ai été, mais je ne le suis plus. Donc, à partir de là, tout ça me va bien. Simplement, il faut que les uns et les autres comprennent les enjeux économiques, les enjeux technologiques, les enjeux sociétaux. Et on est tous sur le même bateau et chacun essaie de tirer dans le même sens pour que le bien-être s'accroisse. Ce que j'entends, c'est effectivement une ouverture à s'articuler avec les plans et schémas à l'échelle des territoires. Alors après, je ne suis pas un spécialiste en la matière, hein, mais bon. Et je voudrais vous poser une question très concrète parce qu'elle a été posée aussi. Vous parlez de miniaturisation et puis de limiter le nombre de data centres supplémentaires. Mais très concrètement, à l'échelle de la ville de Rennes, combien de data centers supplémentaires avec le passage de la 5G? Est-ce que l'un d'entre vous ou tous les trois, vous êtes en mesure de nous donner des éléments là-dessus? Alors, je crois qu'il y a une confusion sur ce que vous entendez par data center. En tout cas, moi, je n'ai pas... le déploiement de la 5G fait qu'on a des baies supplémentaires sur les sites mobiles. Notre cœur de réseau va être aménagé, mais ça ne va pas engendrer, ou je ne suis pas pour le coup, alors mon vernis technologique n'est pas suffisamment important, mais ça ne va pas engendrer un déploiement de data center. Mais le fait d'avoir plus de données à transporter, est-ce que ça ne nécessite pas... Le data center, ce n'est pas fait pour forcément transporter des données, c'est fait pour les stocker. Donc c'est pas l'objectif là. Pour le coup, vous avez raison. La 5G, c'est une technologie de transport. Ok. Donc ça changerait rien. Bon, alors après, je vais laisser Saïda ou Alexandre qui ont peut-être plus de compétences techniques sur ces points-là, mais pour moi, je vois pas, à part comment on va dire, l'ajustement de notre cœur de réseau et de certains pas d'acronymes, de certains équipements. Ça n'a pas vocation à déployer des data centers. Les data centers, ils sont là pour créer des serveurs, pour gérer des stockages, pour faire répondre aux besoins de cloud qu'ont les entreprises. Ce n'est pas le cas. WhatsApp, là, visiblement, ils vont avoir besoin de data centers s'ils veulent stocker nos données comme on le lit dans la presse. OK, ça, c'est possible. Mais moi, en tant qu'opérateur mobile qui met à disposition des tuyaux, ce n'est pas le tuyau qui fait le stockage. Hein. Oui, tout à fait.
Oui, en phase avec ça. C'est pour ça qu'on avait un peu de mal peut-être à répondre à vos questions sur le data center, parce que je pense que c'est un sujet qui est en dehors de la problématique du déploiement de la 5G, en fait. Hein. C'est Tout à plus au fait, niveau tout à fait. applicatif. Donc, ce qui est transporté grâce à la 5G, mais qui n'est pas la 5G, pas propre à l'opérateur. D'accord. Mais peut-être que Emmanuel nous fait la remarque sur le chat, le fait que même si ça ne concerne la 5G que le transport, on va avoir tout de même des éléments. Alors, je ne retrouve plus la remarque d'Emmanuel qui était juste là. En 5G, la virtualisation est plus forte par définition et donc le nombre de data centers augmente. Les besoins et les usages croissants du numérique implique cette augmentation des data centers. Ce que j'entends par contre, Saïda et Jean-Claude, c'est que ça n'est pas une mécanique de tuyau, mais de stockage qui ne vous concerne pas directement. J'ai bien compris? Alors, mes compétences en la matière sont mises en doute par Emmanuel, donc j'accepte le doute parce que je ne suis pas du tout un spécialiste du data center, mais j'ai quand même l'impression que nos data centers servent aussi à stocker. Hein. Par exemple, le service de vidéo à la demande, il est dans des data centers. Les données des établissements bancaires ou de la presse, par exemple, je prends l'exemple du data center de Strasbourg où on gère les données des grands médias de la presse quotidienne régionale, toutes régions confondues, eh bien, ce sont des zones de stockage. Après, sur la contribution du data center au flux, je pense que, enfin, en tout cas, c'est pas de cette manière que c'est plutôt des équipements type MSC, cœur de réseau, etc., qui vont être modifiés par l'apport d'une technologie supplémentaire par rapport au fait qu'on va faire transiter par nos réseaux plus de données. Mais oui, il y aura des équipements supplémentaires, c'est d'accord, mais ce n'est pas ce qu'on appelle pour moi un data center. Très bien. Le temps passe très vite, je suis désolée, j'ai un peu laissé filer, c'était très intéressant, on apprend beaucoup de choses. Je voudrais qu'on termine peut-être, avant de passer aux questions directes, sur les périmètres, les sujets sur lesquels vous imaginez, vous, opérateurs, pouvoir coopérer avec les territoires, et soyons plus précis, avec le territoire de Rennes, puisque nous sommes une mission sur la ville de Rennes. Est-ce qu'il y a des sujets, des territoires sur lesquels vous envisagez des coopérations, des concertations? Alexandre et Saïda, on en parlait de façon assez précise. Des sujets, des thématiques, des périmètres? Alexandre? Non, plus que de ce qu'on a dit là, en termes de coopération sur le territoire pour le déploiement, je pense que effectivement, de la 5G viendra beaucoup de discussions et d'échanges sur l'usage notamment B2B, sur les services que ça peut amener. Je pense à du service de vidéo volant sur le fait que demain, une caméra sera équipée d'une carte SIM et pourra être apposée n'importe où pour certaines industries. Je pense à des chaînes de montage qui pourront être pilotées à distance ou maintenues à distance via ces technologies-là. Donc, plus que la coopération sur vraiment le déploiement, c'est aujourd'hui tout ce qui peut être amené, et je pense que c'est aussi le but de votre concertation, mais c'est quels seront les usages de demain et comment faire de cette technologie la meilleure technologie possible pour le territoire. Merci pour ce tour. Je vous propose de répondre aux questions de la mission d'études. Alors, vous avez déjà commencé à y répondre en piochant au fur et à mesure de nos échanges dans le chat. Je vais proposer aux membres de la mission peut-être d'interroger directement les opérateurs qui sont présents. Est-ce que vous voulez prendre la parole, ouvrir votre micro et puis vous exprimer? N'hésitez pas. C'est toujours plus sympa que de lire les questions. Alors, si vous avez des points sur lesquels nous n'avons pas fait le tour de la question, il y en avait pas mal qui ont émergé au début.
Qui veut commencer? Oui, moi, pardon, Philippe, vas-y. Vas-y, Xavier, j'ai déjà pris la parole tout à l'heure. Ouais, moi aussi. Je voulais parler poser la question de la sécurité, et donc de la sécurité des tuyaux. Notamment, on parle pas mal justement du risque d'intrusion de puissances internationales sur les réseaux français et du risque justement de piratage des données. Je voulais savoir ce qui était fait, comment les opérateurs évaluaient le risque. Merci. Merci Xavier. Qui veut répondre à cette question du risque? Peut-être Jean-Claude, vous nous avez parlé tout à l'heure de sécurité. Est-ce que sous l'angle abordé par Xavier, vous avez des éléments de réponse? Écoutez, alors sur la 5G, bon, je vais pas rentrer sur, je sais pas si le point sous-jacent était Huawei, mais j'avais l'impression. Votre zone n'est pas concernée par des déploiements chez nous avec cet équipementier. Après, vous savez que le gouvernement a mis en place un dispositif d'agrément des équipements utilisés pour chaque antenne. Donc, on a un processus spécifique qui est examiné par un organisme d'État, enfin parapublic, dédié, lié à la sécurité. Et donc, c'est eux qui sont les plus efficaces pour apprécier la sécurité. Après, nos équipements sont d'une manière sécurisée. Les équipementiers sensibles ne sont pas utilisés dans certaines zones. Genre en Ile-de-France, on n'a pas de Huawei parce que ça a été décidé comme ça par le gouvernement. Donc, après, ça peut être un autre débat sur la capacité de l'Europe, de la France à avoir ses propres équipementiers, ses propres déploiements industriels, etc. Mais ça rejoint un autre sujet qui est malheureusement d'actualité. Je vais peut-être faire le lien juste sur une question sécurité, mais alors sous un autre angle qui a été posé via le chat, toujours sur la sécurité ou l'hôpital. Ne peut-on pas prioriser en différenciant les usages et les nécessités, les besoins secondaires, ceux qui sont urgents? Cela limiterait les flux ou favoriserait certains flux. Et un peu plus haut, tout à l'heure, même si je ne le retrouve pas, l'un des participants demandait si la 5G permettait une priorisation qui aujourd'hui n'est pas possible avec la 4G. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous répondre par rapport à ça? Est-ce que des usages qui seraient des usages prioritaires de sécurité, de santé, pourraient être prioritaires dans les tuyaux, pour réutiliser ce terme, ce qui n'est pas possible aujourd'hui? Je pense que là, on touche à un sujet qui est sensible et moi, je ne souhaite pas répondre à ce genre de questions car je suis... enfin, nos activités sont très régulées et très réglementées sur ces aspects-là. Et il ne m'appartient pas d'évoquer ce genre de sujet comme ça. Ok. Est-ce que Saïda ou Alexandre, vous pouvez nous éclairer, ou est-ce que c'est un sujet sensible pour vous aussi? Je répondrai pas effectivement puisque c'est assez délicat, mais il y a juste peut-être un autre élément qui semble apparaître, c'est est-ce qu'on peut décider d'un usage prioritaire ou pas, en fait, hein. Après, il y a un sujet de qu'est-ce qu'on considère comme prioritaire, et ça peut être prioritaire pour l'un et pas pour l'autre. Donc, c'est peut-être un petit message de vigilance sur ne pas non plus considérer que... Et c'est pas naturel, et d'ailleurs, il ne nous appartient pas forcément en tant qu'opérateur de décider que tel usage est bien ou pas bien, parce qu'on sent que c'est un petit peu ça l'idée, peut-être, en fonction des usages, je dirais, socialement acceptables ou pas. Donc, c'est juste de ne pas tomber dans ce risque-là. Voilà, c'est juste un petit message de vigilance. Et je voudrais rappeler que donc l'agence, c'est l'ANSSI, hein, l'agence qui donne un agrément sur les équipements. Donc, merci Saïda, j'avais plus le c'est nom quand à même l'esprit. important par rapport à la sécurité. Donc l'ANSSI, voilà, il voit ça de façon très approfondie sur les experts et l'arbitre neutre en la matière. Et donc,
on passe ce filtre-là et c'est une garantie importante par rapport à la sécurité. Alexandre, un point à ajouter là-dessus? Non, je rejoins Saïda et Jean-Claude sur cette question-là. Ce n'est pas à l'opérateur de décider quel est l'usage à prioriser, et ça va complètement à l'encontre du principe d'égalité d'accès pour tous. Donc effectivement, très compliqué comme choix à faire. Une autre question qui porte toujours sur des questions de sécurité, enfin de sécurité au sens large. Vos réseaux sont-ils totalement opérés en interne ou sous-traitez-vous à une entreprise ou directement au constructeur? Est-ce que là aussi c'est sensible ou est-ce que vous pouvez nous répondre? Alors, Alexandre. On entend quoi par opérer? Mise en place, je suppose. C'est Christian Cestan. Est-ce que vous voulez rallumer votre micro et préciser votre question? Oui, ce que j'entends par opérer, c'est l'exploitation au quotidien, la réparation, je sais pas moi, la mise à jour comme je fais sur mon PC, des choses comme ça, quoi. Faire fonctionner la machine. Oui, non, mais je peux répondre, enfin, pour Bouygues Télécom, pas de sujet là-dessus. On a les deux, on a de l'exploitation ou de la mise en place qui est faite par de l'interne, comme par des sous-traitants qui sont connus sur la place publique. Et aujourd'hui, c'est pas seulement Bouygues Télécom, mais toute une infrastructure autour avec des sous-traitants qui travaillent pour nous. Merci beaucoup. Si vous en êtes d'accord, je propose de passer la parole à Stéphane pour relayer des questions qui sont arrivées via la Fabrique citoyenne. Des questions sur ces coopérations et puis ce travail avec des territoires. Oui, je remercie les opérateurs pour leurs explications. Alors, en fait, on a une Civic Tech et sur cette Civic Tech, on a des citoyens qui font pas partie de la mission, qui posent des questions. Et donc, bon, on en a plusieurs. Et il y a notamment une information, là, pour la première, hein, c'est la question de l'impact de la 5G sur l'emploi. Depuis le début, on se dit, bon voilà, on entend que la 5G est importante pour le développement économique, mais au final, est-ce qu'on a des études, des chiffres très précis sur comment la 5G va impacter l'emploi? On ne parle pas forcément de chiffres, mais comment ça va structurer l'emploi? Est-ce qu'on crée plus d'emplois d'ingénieurs, moins d'emplois de techniciens? Enfin, est-ce que vous avez des éléments par rapport à ça? Donc ça, c'est la première question. Après, il y a une question très, très technique, mais elle est posée plusieurs fois, hein. Madame Wedermy a expliqué qu'il y avait des échanges pour pouvoir installer des antennes et une autorisation d'urbanisme. Mais finalement, quel est le système économique sur la pose des antennes? Combien ça rapporte à une copropriété d'autoriser une antenne sur son toit? Est-ce qu'il y a des régimes différents entre copropriété privée et bailleurs de logement social? Troisième question, c'est toujours sur cette question de la sécurité des données. On le sait que la question, et notamment sur le territoire rennais, hein, sur la question de la sécurité numérique, puisque c'est un enjeu capital pour demain. Comment vous, opérateurs, avec la 5G, vous garantissez la sécurité des données échangées? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de failles par rapport à cette question? Voilà, et je terminerai juste, si vous permettez, par une question bonus. C'est la 6G. Où en est-on de la 6G? Parce qu'on a des Rennais qui nous posent cette question. Oui, c'est bien d'avoir un débat sur la 5G. Et il y a certainement des choses à faire pour intervenir notamment sur les questions d'environnement. Mais la 6G, vous y travaillez déjà? Alors, beaucoup de questions très concrètes. L'emploi d'abord, en termes de création d'emplois sur les territoires, et particulièrement sur le bassin rennais. Est-ce que vous avez des éléments à partager? Je vais dire un mot sur l'emploi. Le déploiement de la 5G, ce sont des investissements, ce sont des sous-traitants qui travaillent pour nous sur un territoire. Alors, le groupe Altis SFR a internalisé sa sous-traitance, c'est-à-dire que ce sont des filiales, d'accord. Donc, évidemment,
tout ça, ça crée de la richesse, ça crée des emplois. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui avec la fibre. Dans certaines régions de France, on est à une forte tension avec sur des métiers pour déployer et pour souder la fibre. Donc, le déploiement d'une nouvelle technologie mobile, en l'espèce, eh bien, ça va maintenir des emplois, créer des emplois parmi les sous-traitants, notamment, et toute une chaîne après d'intervenants qui sont dans l'écosystème des télécoms. C'est une filière hyper importante, mais de la même manière que quand l'automobile vend plus de voitures, eh bien, tous les équipementiers derrière travaillent plus, etc. Ben, nous, c'est pareil. Nous, on investit beaucoup, mais on investit, quand on investit, c'est pour comment dire, payer nos sous-traitants, acheter des équipements, etc., etc., quoi. D'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir, entre guillemets, des équipementiers européens. Mais c'est un autre sujet. Mais on injecte de l'argent et on a un effet multiplicateur de l'investissement, comme disait Keynes à l'époque, quoi. Très concrètement, sur le bassin rennais, est-ce que l'un d'entre vous est en capacité de mesurer le nombre d'emplois par effet rebond que vous imaginez? Alors, pour Bouygues, là, je suis désolé, je vais un peu sécher, je serais pareil. C'est pas des données, moi, que j'ai. À l'image de ce que disait Jean-Claude, effectivement, on a tout un écosystème qui est autour avec un marché très tendu, et il suffit de regarder la presse et pas que spécialisé pour se rendre compte qu'il y a de plus en plus de formations qui se font sur le numérique avec des réels besoins à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment pas de données à vous fournir sur. Ok. Mais écoutez, dans ce cas, passons rapidement aux autres questions. Il y avait une question sur les conditions économiques pour les copropriétés ou en tout cas les immeubles qui accueillent des antennes. Est-ce que là, vous pouvez nous donner quelques éléments de repère? Saïda, votre micro est ouvert, je vous en prie. On ne vous entend pas. Ah, est-ce que votre micro est coupé? Vous m'entendez? Ah, là, on vous entend, oui. Ok. Je disais au niveau des emplois, il y a eu des études de la Commission européenne il y a quelques années qui estimaient à 2 millions d'emplois en Europe. En France, autour de 400 000 emplois. Donc, ça reste des indicateurs, des études. Le point, comme on disait, c'est qu'il y a quand même toute une filière qui travaille et localement aussi des intervenants et puis la restauration. Enfin, ça anime aussi la vie au niveau de la collectivité territoriale. Et l'autre point également, c'est dire qu'améliorer l'emploi, mais c'est améliorer aussi le travail de ceux qui se basent sur le smartphone pour travailler. Et on a des professions libérales, on a des activités, des indépendants qui sont, pour qui le smartphone est un outil de travail ou la connectivité en situation de mobilité. Et pour eux, c'est aussi un moyen de maintenir un travail de qualité ou de gagner en chiffre d'affaires. Donc, il y a tous ces gains-là aussi pour lesquels il faut tenir compte. C'est des gens pour qui c'est un quotidien et c'est important. Alors, très vite, la deuxième question. Saïda, vous aviez le micro ouvert parce que le temps passe très vite sur les conditions économiques pour les immeubles qui accueillent des antennes. Est-ce qu'il y a quelques éléments chiffrés ou pas en la matière? Non? Alexandre, Jean-Claude, si Saïda n'a pas d'éléments, c'est peut-être pas des éléments que vous avez à disposition. Je ne sais pas quels sont les éléments économiques que vous entendez, mais le montant des redevances que peuvent payer les opérateurs commerciaux auprès des bailleurs, ça relève de la politique, comment dire, ça relève du secret des affaires entre un intervenant privé ou public et l'opérateur. Donc, je ne suis pas certain que ce soit dans un cadre comme celui-ci qu'on pourrait évoquer ceci. Après,
si la question est de savoir, c'est des sujets qui sont venus dans d'autres villes, comment l'argent perçu par l'office HLM peut être utilisé au profit du locataire, ça ne me regarde pas et c'est à l'office de gérer ce genre de situation. Ok. Dernière question, la 6G, vous en êtes où? Voilà, alors en Asie, qui a toujours un temps malheureusement d'avance sur nous en ce moment, eh bien, je crois qu'ils sont déjà en train d'y réfléchir très sérieusement, mais après, sincèrement, je n'ai pas suffisamment de compétences en la matière, au-delà de ce que je peux lire dans la presse. Mais bien sûr, c'est next step, enfin, step by step, peut-être. Hein. Commençons déjà à chercher à bien déployer la 5G de façon efficace, coordonnée et en partenariat notamment avec les collectivités. On parlera, on reviendra vous voir pour la 6G. Enfin, j'espère avant d'ailleurs. Il y aura peut-être une autre mission à ce moment-là. moment-là. Voilà, absolument. Merci en tout cas pour ces réponses.